Bonsoir, quel numérique voulons-nous pour demain? Nous savons que nous sommes plongés dans le numérique jusqu'au cou. Bienvenue dans ce débat organisé par Evolutic à la Bourse du Commerce de Namur. On est plongé dedans, que ce soit par le mail, les jeux en ligne, le streaming, la consultation de vidéos et j'en passe. C'est du matin au soir, c'est du réveil au coucher et même les spécialistes ici présents vous le diront, c'est même quand nous dormons. On connecte tout, on consulte notre compte en ligne, on connecte notre téléphone, notre chauffage, notre voiture, même nos frigos. Est-ce que tout cela est bénéfique pour l'individu, bénéfique pour la société, pour l'entreprise, pour la planète en général? C'est ce dont nous allons débattre avec nos invités ce soir après ce petit générique. Retour sur ce plateau à la Bourse du Commerce de Namur. Bienvenue sur ce débat. Quel numérique voulons-nous pour demain, organisé par Evolutic? Mes invités ce soir, je commence par ma gauche. Bruno Schröder de Microsoft. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Raphaël Theiss de l'agence Beyonders. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Et enfin Jean-Pierre Rasquin, UC Louvain et Alter Numéris. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais commencer par vous, Raphaël, parce que vous m'avez envoyé un lien vers une vidéo YouTube. Vous donnez cours de futurologie à Solvay et à l'IEX. Et votre vidéo, elle dépote, si je puis dire. Vous dites que avec l'évolution, les 5-6 révolutions technologiques en cours, il va y avoir des bouleversements socio-économiques encore plus importants ces 20 prochaines années que ce que nous avons connu ces 200 dernières années. Est-ce que je résume bien? Alors oui, 300 dernières années. C'est un futurologue suisse, Geert Leonhardt, qui fait cette déclaration. Et en gros, il y a effectivement les 6 révolutions technologiques qui, pour la première fois de notre histoire, nous arrivent de front. Habituellement, on avait quelques dizaines d'années, voire des siècles pour se préparer. Il y a eu la dernière révolution industrielle avec Internet et les ordinateurs où ça s'est un peu précipité. Mais clairement, on est face au plus grand mur de disruption de notre histoire. Et dessus, il y a en plus le vaisseau Terre qui commence à montrer pour la première fois des signes d'instabilité. Mais à quel genre de bouleversement? Et pardon déjà de vous couper, mais je sais que vous, internautes, vous nous suivez sur le streaming de pages de télé locales, de Technobel aussi, d'Interface 3 Namur, et vous avez envie d'avoir des exemples concrets. Et donc je vais vous couper pour vous dire à quoi devons-nous nous attendre, même si c'est par nature assez imprévisible. Quel genre de disruption peut-on... Alors, il y a évidemment des disruptions technologiques, toutes sortes, une percée dans l'intelligence artificielle qui tout d'un coup rendrait obsolète un métier parce que tout d'un coup le métier serait automatisé du jour au lendemain. Il y a évidemment les disruptions environnementales. On voit que de plus en plus les zoonoses, comme on en vit maintenant, sont des résultats de la progression de l'industrialisation du monde. Ça peut être des incidents industriels. Il y a une somme de friches industrielles, de centrales vieillissantes, de pétroliers coincés en mer du Yémen. Enfin bref, le barrage des Trois Gorges cet été qui a failli craquer suite à des inondations. Donc on voit, il y a une somme d'événements potentiellement imprévus comme ça qui peuvent arriver. Il y a évidemment toutes les frictions géopolitiques, sociales. Il suffit de voir aujourd'hui comment une simple gestion de l'information sur Facebook d'une situation qui échappe à tout le monde crée une friction absolument énorme. On est dans le tintamarre informationnel le plus énorme de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de bruit informationnel. C'est plutôt un tableau sombre que vous dressez là. Pourtant, alors, je vous sais plutôt un enthousiaste. Oui, je suis très très enthousiaste, mais voilà, il faut d'abord, je pense, se préparer au pire, espérer le meilleur, faire avec ce qui vient. Et évidemment, alors l'environnement, il faut qu'on en prenne soin, sinon il ne va pas nous le rendre activement. Maintenant, les technologies, ce sont des outils. Et avec un outil, on peut faire toutes choses. Avec une hache, on peut créer des choses magnifiques et protéger l'humanité. Et on peut aussi fendre des crânes à tout bout de champ. Donc, enfin, voilà. Alors, vous êtes en direct si vous nous rejoignez sur les pages Facebook de Technobel, Interface 3 Namur, Ma Télé, Canal C. Merci de nous rejoindre. Vous êtes au débat Quel numérique voulons-nous pour demain avec des experts ici à la Bourse du Commerce dans le cadre du salon Evolutic. Bruno Schröder, vous êtes très exactement National Technology Officer chez Microsoft. Votre job, vous m'avez expliqué ça au téléphone, c'est de prédire, ou en tout cas d'essayer d'analyser, de calculer
et l'impact des nouvelles technologies en dehors les 5 ans sur toute une série de domaines de notre vie quotidienne. Est-ce que vous partagez la vision que vient de donner Raphaël? Alors nous essayons d'anticiper les impacts. Prédire, c'est déjà un exercice beaucoup plus délicat. Vous faites bien de corriger. Donc on essaye d'anticiper. Alors en tout cas, les éléments que je partage, c'est le fait qu'on est effectivement face à un mur de disruption. On a plusieurs disruptions qui se combinent. Je ne vais pas les reprendre, mais voilà, fondamentalement, une que je pourrais rajouter sont toutes les modifications qui peuvent apparaître dans le génie génétique, dans la biologie. Effectivement, on va avoir dans les années qui viennent une irruption de changements dans le monde du vivant, dans le monde de la planète. On constate déjà les changements dans les relations sociales. On a des changements dans la technologie la plus fondamentale de la vie de tous les jours, si j'ose dire, qui est devenue le numérique. En fait, on est maintenant, comme vous l'avez dit au départ, on est complètement baigné dedans. Je pense, alors pour rester dans mon domaine, qui est le domaine du numérique, le changement principal, je pense, sous l'angle positif, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la blague, mais les techniques de machine learning qu'on a maintenant, c'est ce qu'elles vont nous permettre de résoudre. Et fondamentalement, on a pour la première fois un outil qui nous permet d'utiliser une nouvelle méthode de résolution de problèmes. Et quel genre de problème peut-on résoudre grâce au machine learning, à l'intelligence artificielle avec des guillemets? Alors, en fait, ce qu'on peut résoudre, ce sont des problèmes qui ne sont pas modélisables. Donc, quand les méthodes que nous utilisons jusque maintenant, c'est l'empirisme, donc on sait comment ça marche parce qu'on l'a constaté, mais l'outil le plus efficace que nous avons utilisé jusque maintenant, c'est l'approche scientifique, c'est l'approche rationnelle, et qui consiste à modéliser les choses. On essaye de trouver des équations, de trouver les paramètres, et le monde entier fonctionne comme ça, dans tous les domaines. La comptabilité, par exemple, c'est un modèle de l'état financier d'une entreprise, et c'est une approche où on essaye de déterminer les paramètres significatifs, parce que ce sont ceux qu'on va pouvoir mesurer et qu'on va pouvoir mettre dans le système et dans les équations. Ce qu'on peut faire maintenant avec l'informatique, le cloud, l'Internet des objets, les applications sociales, nous pouvons mesurer des tas de phénomènes, et nous avons une puissance de calcul qui nous permet d'aller chercher dans ces mesures des corrélations. Et ce sont les corrélations qui vont nous expliquer quelles sont les relations qui sont à l'intérieur de ce problème. Donc au lieu de nous faire a priori un modèle, nous pouvons découvrir un modèle. Et donc tous les problèmes que nous n'avons pas pu traiter jusque maintenant, parce que nous n'avons pas de système d'équations, nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les modéliser, eh bien nous pouvons les aborder maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on a pu régler... Vous me donnez l'exemple d'un pays qui a éradiqué, pour ainsi dire, la mort subite du nourrisson à l'hôpital. Donc, par exemple, on prend celui-là, c'est en Finlande, à l'hôpital d'Helsinki. Et comment est-ce qu'ils ont fait, justement? Eh bien, mettre toutes les données dans... Voilà, exactement. Donc leur problème, c'était qu'ils avaient, et c'est très fréquent chez les prématurés, donc une des principales causes de mortalité chez les prématurés, c'est la mort subite du nourrisson. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les paramètres qu'ils avaient mesurés sur les enfants qui étaient morts et ceux qui n'étaient pas morts. Ils ont construit une intelligence artificielle qui monitore, qui suit en temps réel les prématurés qui sont dans cette clinique, et ça donne un indice, une indication du risque de survenance de la mort subite. Alors c'est pas parfait parce que le taux de précision est de l'ordre de 80%, mais 80% c'est suffisant pour que les infirmières pointent, elles mettent pas un post-it, mais je dirais mettent un post-it sur la couveuse, et donc les infirmières ont leur attention attirée sur ces bébés-là, et donc elles interviennent beaucoup plus rapidement, et donc en renforçant le signal donné aux infirmières et en renforçant leur capacité d'attention, ils sont parvenus effectivement à quasiment éradiquer la mort subite chez les prématurés dans cet hôpital. Bruno Schroeder, ça donne envie. On a envie de se plonger dans ce monde-là de demain et de développer encore davantage les intelligences artificielles et la big data. Jean-Pierre Raskin, Alter Numéris, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? L'enthousiasme pour les sciences et technologies est intact. Je pense que tous ces outils, toute cette recherche, toute cette compréhension du monde qui nous entoure est tout simplement passionnante. Après, c'est toujours avec cette connaissance vers quel monde on veut tendre. Et jusqu'à présent, on parle de ces révolutions industrielles. Malheureusement, ce que je vois, moi, avec l'histoire, c'est que c'est toujours plus vite. Et l'innovation est orientée comme ça. On ne réfléchit pas, quand je suis dans un processus d'innovation au niveau de la recherche, j'ai 25 chercheurs, on est effectivement dans cette recherche de qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut rendre plus compact, comment on peut consommer moins d'énergie, comment on peut être plus efficient
comment on peut stocker plus de données, etc., etc. C'est la terminologie utilisée quotidiennement. On ne réfléchit pas, on réfléchit aux gagnants. On réfléchit à qui va gagner. Quelle est l'application qui va nous permettre, oui, alors gagner, ça peut être des richesses. Fort heureusement, il y a peut-être d'autres indicateurs qui commencent à apparaître, le bien-être, etc. Mais on ne réfléchit pas aux perdants. Donc je pense que toutes ces technologies qui arrivent, on reprend souvent des exemples dans le domaine médical, la sécurité, et qui vont, je dirais, faire peut-être passer un petit peu la pilule, de se dire, ah oui, je vais encore devoir maintenant m'habituer à ce changement technologique qui met quand même une pression sur la planète, sur la biodiversité, maintenant sur l'humain, parce qu'on parle de l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé physique, mais je pense qu'on pourrait déjà parler simplement de tous ces objets électroniques et de l'informatique en sens large sur la santé mentale des personnes. Les burn-out, le toujours être plus performant, et on voit même le langage utilisé dans les entreprises pour les ouvriers et les ouvrières, qui est un langage finalement comme pour les machines apprenantes. Il faut qu'ils désapprennent, il faut qu'ils soient versatiles, il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient délocalisables, etc., etc. On parle maintenant de l'homme comme si on parlait d'une machine. Donc je pense qu'il y a toute cette dérive. Donc oui, moi ça me fait rêver. Les sciences et technologies est un vecteur de compréhension du monde dans lequel on vit. Après, il faut penser qu'on est avec des limites physiques, tous entre nous, même l'humain a ses propres limites physiques. Et j'ai l'impression qu'à certains moments, on dépasse un peu ces limites humaines, d'où une certaine réaction, d'où ce genre de débat, d'où le genre de comité de personnes qui essayent de s'opposer au développement de certaines technologies, parce qu'il y a une accélération, vous le mentionniez précédemment, et que les gens n'ont peut-être pas, quand je dis les gens, j'en fais partie. Oui, quand vous dites les perdants, c'est ça, moi je m'attendais à ce que vous désigniez une classe sociale ou une classe de population, même mondiale. En fait, les perdants, c'est un petit peu nous tous. Tout à fait. Alors il y a des grands perdants et il y a des personnes qui s'en sortent plutôt bien. Moi j'ai l'impression que grâce à mon statut social d'homme blanc, universitaire, je suis plutôt, même si de certains moments je suis fatigué de cette société, je me trouve plutôt dans le camp des gagnants. Mais si on regarde ça de manière tout à fait globale, que ce soit au niveau de la Belgique et toutes les classes sociales, ou l'aspect aussi de la couleur de peau, ou la femme par rapport à l'homme, il y a déjà des différences qui se marquent de manière claire. Mais si on regarde de manière beaucoup plus globale, moi je travaille beaucoup avec des pays du Sud, je dirais on ne doit pas attendre les 10 ou 20 ou 30 années à venir pour voir que les technologies que l'on consomme ici à tour de bras créent des grandes difficultés écologiques, sociales au niveau de ces pays dits des Sud pour l'extraction de tous ces minerais dont on a besoin pour nos applications. Et puis, il faut savoir qu'il y a à peu près uniquement que 5 à 15%, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, de l'électronique qui est recyclée. On va en parler tout à l'heure avec Et donc, ils retournent vers ces pays du Sud. Donc, c'est la double peine pour les pays du Sud. Jean-Pierre Rasca vient de le dire, inégalité homme-femme. On aurait voulu avoir une femme sur ce plateau. Elle était invitée. Il s'agit de Julie Foulon de Gurlick. J'en profite pour dire que ce plateau n'aurait pas dû être exclusivement masculin, mais elle s'est désistée au dernier moment et elle est tout à fait excusée. Elle avait une urgence professionnelle. Je viens vers vous, Raphaël. Il y a un élément du discours de Jean-Pierre par rapport à la course à l'innovation. Et moi, dans votre conférence sur YouTube, j'avais remarqué que vous disiez ça justement, les startups qui veulent innover, pour être toujours dans cette course à l'innovation, c'est pas un modèle soutenable, c'est pas un modèle résilient. Non. Ça, effectivement, on le sait. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Jean-Pierre a dit, parce qu'effectivement, je pense qu'une des erreurs, ou en tout cas une des choses dommageables qui s'est passée pendant cette dernière révolution industrielle, c'est on s'est pris d'amour pour l'outil, en fait. L'économie a créé le néolibéralisme qui a mis l'économie non plus comme un moyen mais comme une fin, la technologie pour la technologie, et donc en fait on a oublié pourquoi. Et d'ailleurs si on regarde, je pense que dans notre jeunesse on parlait de l'an 2000 tous les jours. C'était un mythe, on en parlait à la télé, on en parlait à la radio, le futur était habité. On l'envahissait de nos imaginaires et on construisait. Et on est désenchanté quelque part. Mais oui, parce que c'est le même futur, il n'y a plus rien qu'à bouger, et donc c'est le même futur qu'on a imaginé, et donc il a vieilli, on l'a pas repeint, on l'a pas rénové, et donc c'est plus que des trucs dystopiques horribles, et en plus,
comme c'est le rêve qui nous habite, c'est le monde qu'on est en train de faire. Donc il est urgent qu'on s'invente un nouveau futur idéalisé et qu'on l'imagine ensemble. Ça, Alors, je vois la passion qui commence à monter en vous, Raphaël, et je vais vous mettre en garde sur les mouvements du micro. D'accord, pas de souci. Je m'en suis rendu compte aussi. Essayez que ça reste tout à fait audible. Ouais, Raphaël, vous préconisez des pistes, vous ne vous contentez pas d'être un Nostradamus du numérique, je dirais. Non, même surtout pas en fait. Moi, le fait de faire des scénarios, c'est plutôt pour anticiper des scénarios, des futurs qui n'arriveront jamais, mais pour nous permettre de réfléchir. C'est l'éditorialiste du Wired qui disait « Celui qui ne pense pas au futur n'en aura pas ». Et donc, on doit absolument se projeter, et c'est vraiment fondamental. Je pense que des pistes, il y en a plein. Je ne vais pas revenir là-dessus, à mon avis, vous avez déjà parcouru ça dans toutes les pistes de circularité. On doit réinventer des objets, changer les modèles de revenus. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que Apple ne vende plus aucun appareil dans 10 ans, mais qu'ils louent tout. Ils sont en train de virer au impact zéro au niveau environnement. Et je pense que le dernier truc à faire, c'est de louer les appareils. Si je vous loue un téléphone, il va durer 150 ans, il sera réparable, il sera upgradable, alors que si par contre je vous le vends, mon but c'est, si je peux vous en vendre un tous les jours, je vous le vends tous les jours. Donc ça, je pense que c'est vraiment super important. Avoir une vision, des objectifs communs, un rêve commun, et ensuite utiliser les pistes que plein de gens super brillants ont imaginé déjà. Je veux dire, je ne sais plus, c'était la CEO de Wallonie Environnement qui disait « Vous avez une bonne nouvelle, les pionniers sont déjà pris, et donc il n'y a plus qu'à suivre des pistes qui sont déjà claires. » Bruno Schröder, chez Microsoft, louer plutôt que vendre, c'est quelque chose qui vous parle? C'est ce qu'on fait maintenant avec le logiciel en fait. Mmh. Donc il y a 5 ans, 10 ans, vous alliez acheter une boîte avec un CD ou un DVD dedans et c'était ça que vous utilisiez, vous achetiez un objet physique. Et maintenant on est abonné. Maintenant c'est un modèle de cloud et effectivement vous payez une redevance mensuelle pour utiliser les logiciels en fait. Oui. Par rapport à ce que nos deux intervenants viennent de dire, il y a des choses qui font écho en vous par rapport à des réflexions? Oui, tout à fait. Et notamment, c'est vrai que la question de savoir qui est le perdant et qui sont les perdants dans les transformations qu'on a, c'est une question fondamentale qu'on doit se poser. On a quelques exemples où on ne se l'est pas vraiment posé dans les révolutions précédentes. Je veux dire, la disparition de l'agriculture avec l'arrivée de la mécanisation vers 1910, 20, 30. Je veux dire, la moitié des personnes, des ouvriers, a perdu son job, je veux dire, en 20 ans ou en 30 ans. Donc ça, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. Et c'est vrai que si on pense à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va dire, bon, ben, c'est pas grave, les gens dans 40 ans se seront formés et il y aura du travail pour tout le monde, mais on doit quand même s'intéresser à ceux qui sont pris au milieu du changement et comment faire pour aborder ce changement. Mais un géant comme Microsoft, justement, par rapport à ces réflexions que vous faites, comment est-ce que vous les intégrez dans la vie de votre entreprise, les objectifs de votre entreprise, votre business model? Quelles sont les bonnes pratiques que vous essayez de mettre en place chez Microsoft, par exemple? Eh bien, une des choses qu'on a annoncées il y a, je pense, quelques semaines, on a annoncé qu'on mettait gratuitement à disposition toute une série de curriculums de formation à une quinzaine, une vingtaine de professions de l'informatique. Donc, en partenariat avec LinkedIn, ces formations sont maintenant ouvertes avec des tests d'évaluation qui permettent aussi de savoir comment s'orienter. Parce que c'est vrai que chez nous, un cycle technologique, c'est 3 ans. Par rapport à la rapidité de l'évolution, c'est 3 ans. Moi, j'ai quelque chose comme 15 jours ou 20 jours de formation par an, obligatoire, j'ai pas le choix. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, vraiment, on a intégré ce besoin de se former en permanence et ça fait partie des heures de travail, c'est là. Et donc, on a un matériel. D'abord, on a une vue sur la technologie parce qu'en gros, on a quand même inventé pas mal de choses et on est vraiment au cœur de l'usage des entreprises et de l'usage quotidien. Donc, ce matériel-là, on le met à disposition et on explique en long et en large quelles sont les compétences qui sont J'ai joué un petit peu l'avocat du diable et ne le prenez pas mal, mais vous expliquez comment utiliser vos produits quelque part. Alors, pas vraiment. On explique comment fonctionner dans un monde digital, dans un monde numérique. Et par exemple, quand on me demande quelles sont les compétences qu'il faut apprendre aux enfants à l'école, la réponse est faites-leur faire du théâtre, faites-leur faire écrire la pièce de théâtre. Et s'il y a une compétence que les enfants doivent acquérir, c'est la capacité à faire de la musique, soit à la composer, soit à jouer de la musique dans un groupe. Et donc, le meilleur exercice
permanent pour préparer à un fonctionnement dans un monde numérique, eh bien, c'est d'écrire chaque année une pièce de théâtre de la primaire au secondaire et de la jouer ou de rentrer dans un groupe de jazz. Alors je veux bien détailler, je veux bien expliquer pourquoi, mais je pensais que vous alliez arriver à la fin du raisonnement en disant c'est la même chose pour le numérique, il faut leur apprendre à coder, et pas du tout. Pas du tout. Apprendre à coder, non, apprendre à coder, c'est utile de savoir comment un code fonctionne, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit savoir raisonner en utilisant la pensée algorithmique, et on doit savoir maintenant ce qu'est une pensée probabiliste, on doit pouvoir bien comprendre ce qu'est une décision probabiliste. Voilà, je vais en termes abstraits. Rien de ça ne demande de coder. Donc, et alors, pour se préparer à un environnement digitalisé, c'est-à-dire un environnement virtuel, où les collaborations sont virtuelles, pourquoi est-ce que le jazz est intéressant ? C'est parce que les musiciens de jazz, ils ne jouent pas une partition fixe, ils improvisent. Et dans un groupe de jazz, chacun est soliste à un moment donné. Et donc, vous êtes à 4 ou à 5 dans un quintet, vous êtes sur scène, vous devez acquérir un sens du partage du risque, parce que tout le monde est ensemble dans le même spectacle, et vous devez acquérir une écoute des autres, un respect des autres. Quand c'est le guitariste qui a sa partie solo, si le batteur essaye de prendre le lead, ça marche pas, c'est pas bon, quoi. Et donc de cette manière-là, on apprend le sens du risque du travail en groupe, on apprend le sens du partage du moment, et du respect de ce que l'autre va faire, et on apprend le sens de l'écoute et de l'innovation permanente. Les jazzmen sont des gens qui innovent tous les jours à chaque spectacle. Premier contre-pied de cette soirée, j'apprends que Microsoft recommande l'apprentissage de la musique et du jazz pour se préparer à la vie. On va aborder un thème qui est évidemment... Je pense, pardon, si je peux rebondir sur cet exemple-là, je pense que c'est un très bon exemple. En fait, de nouveau, les gens ont tendance à croire que le numérique, c'est de la technologie, alors que pour moi, être numérique, c'est avoir... La bonne état d'esprit, c'est une culture, une mentalité dans un monde qui a changé. Et la technologie, de nouveau, est un outil. Mais le monde électrique, le monde du pétrole n'était pas un monde centré sur la technologie, c'était un monde centré sur un type de vie, un type d'esprit. Et en fait, les gens ont tendance de nouveau à se focaliser sur l'outil, alors que l'outil. C'est le moyen pour... Et donc, il est grand temps qu'on s'imagine cette vision. Et enfin voilà. Oui. Tout à fait. Le digital, c'est surtout quelque chose qui déclenche des nouveaux processus cognitifs chez nous. Et ces processus cognitifs, ils s'incarnent dans un outil qui est de l'informatique. Mais fondamentalement, si on n'a pas le bon processus cognitif, on ne sait rien en faire, en fait. Et c'est ça c'est vraiment une des causes du décalage. On est préparé, parce que ce que vous me dites, moi je n'ai pas le sentiment que, ni en primaire, ni en secondaire, et je ne pense pas non plus dans l'enseignement supérieur, la jeune génération est préparée à ces changements. Je me tourne une seconde vers Jean-Pierre Raskin, parce que je vois que vous opinez du chef. Oui, tout à fait. Donc je pense que le numérique est vu comme un outil de plus et il est utilisé, pas toujours à bon escient, effectivement. On voit ça effectivement comme du codage, comme un langage. Ça, c'est le cas, mais c'est bien plus que ça. Donc ça modifie effectivement notre rapport au monde, à notre manière de voir le monde, et c'est pas à travers la programmation que tout ça va arriver. Donc je pense qu'il y a ce besoin de formation de manière un peu plus holistique, de faire les liens entre les disciplines et les matières. Et je pense que ça manque cruellement. Ça manque cruellement, en tout cas au niveau de l'université, on est extrêmement disciplinaire, ce qui nous empêche de s'écouter l'un l'autre, s'empêche d'être beaucoup plus imaginatif, de pouvoir discuter d'une vision future. On ne donne pas le temps. Vous vous rendez compte, même à l'université, on ne prend pas le temps, on ne se donne pas le temps. Or, on est dans une université à l'UC Louvain qui est complète, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, il y a des sociologues, des anthropologues, il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut. Et on ne prend pas le temps d'échanger, de discuter, de réfléchir, effectivement, de voir cet objet technologique, cette opportunité, pour en faire quoi ? Non, on se dit, ben voilà, ça permet d'envoyer des données, on peut avoir un programme qui va nous résoudre ce calcul, etc. On ne voit pas toute la puissance cachée et toutes les transformations qu'il peut apporter. Pour moi, on est dans une société où on est dans l'optimisation. On se dit, ça va nous permettre d'optimiser ce processus. On n'est pas dans une réflexion de transformation. Mais la transformation ne pourra arriver que si on peut s'écouter, que si on se met, dans un langage commun entre experts, entre disciplines,
pour œuvrer à cette vision plus globale. Mais on ne réfléchit pas de manière globale, hein, ni à l'université, ni en secondaire, ni dans l'enseignement, ce qui est, je pense, assez dramatique. Et vous aussi, vous êtes enseignant. Quand vous discutez avec vos étudiants, vous avez l'impression que les plus jeunes sont un petit peu plus baignés dans une culture numérique? Pas du tout. Pas du tout. En fait, C'est effrayant parce qu'ils passent leur temps la raison, mais sur des objets connectés, on est d'accord, mais alors, je voudrais juste brièvement rebondir sur ça pour dire en fait, on est toujours dans le paradigme de l'école telle qu'elle a été imaginée pendant la révolution industrielle, et donc était un truc pour nous mettre dans des chaînes de fabrication et nous faire obéir à un contremaître. Et donc, on doit absolument réinventer l'éducation des maternelles à l'université. Ça, c'est une urgence, et imaginer l'apprentissage comme un phénomène continu qui démarre à la naissance et qui s'arrête à la mort. Mais voilà. Et donc, oui, en fait, moi, je donne un cours Histoire du futur, ça s'appelle. Et en fait, ce cours, je l'ai créé quand j'ai commencé à donner cours il y a une dizaine d'années. En fait, justement, moi, cette jeune génération que j'imaginais Texavie, super à l'aise, ne l'était pas du tout. Et en fait, je crois que, évidemment, comme c'est très complexe, alors les petits génies, il y en a toujours, et les petits génies d'aujourd'hui sont absolument bluffants. Mais en fait, nous, on est une génération privilégiée parce qu'on a vu le numérique se construire couche à couche. Et donc, quelque part, on n'a pas eu la difficulté d'apprendre le truc parce que ça a été un processus d'apprentissage très lent et continu. On se souvient des floppy disks, on se souvient et donc on a compris des premiers mails, on se souvient, tout à fait. Et donc, on a appris pièce par pièce, en fait, assez lentement, entre guillemets. Eux naissent dans un truc qui est magique, en fait. Hein, tout se passe par l'interface. Ils n'ont pas besoin de comprendre, donc pourquoi faire? Et en fait, en même temps, à côté de ça, le monde ressemble à ce numérique, pardon. Et donc, en fait, le monde est trop compliqué pour eux, enfin pour tout le monde, mais eux, en plus, on ne leur a pas appris à le comprendre. Et donc, ils se sentent perdus, en fait, face à tant d'informations. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Bruno. Jean-Pierre, moi. Jean-Pierre, pardon. Pardon. Non, pas de problème. On est tous les deux barbus, on est tous barbus d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est que la technique, il y a un mur qui est en train de se dresser entre l'homme et la technologie. On a beaucoup de discours, on entend beaucoup il y a cette relation homme-machine, etc. Mais non, ça devient une boîte noire. Je pense que tu le dis très bien. Je pense qu'il y a vraiment... On ne s'approprie plus la technologie, on la subit. Donc, il suffit de voir pour l'aspect de la réparabilité. Maintenant, n'osez même pas ouvrir un de vos objets électroniques pour essayer de comprendre et essayer de le réparer. Donc, tout est fait pour vous empêcher. Donc il y a une barrière énorme qui est mise entre la technologie et l'humain. Et il ne faut pas s'étonner qu'après, il ne sait pas se l'approprier et qu'il ne sait pas en prendre le meilleur de celle-ci. Donc oui, il y a un travail énorme à faire pour casser ces murs, cette étanchéité que l'on met entre la technologie et l'humain. Je vais maintenant, merci Jean-Pierre et non Bruno, aborder avec vous un thème vraiment d'actualité avec un exemple très très concret. C'est le tracing des individus en matière de santé publique. L'application CoronaAlert en Belgique a été, je l'ai vu il y a 24 heures ou 48 heures, elle a été téléchargée dans un smartphone en Belgique sur 5. Elle a été téléchargée 1,4 million de fois. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, puisque ça vise à protéger la santé publique, la santé des citoyens? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut se poser des questions? Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a encore un mois, on entendait tellement sur les réseaux sociaux, dans les débats, etc., des personnes, des groupes de citoyens, des associations qui mettaient en garde contre l'atteinte à la vie privée. Maintenant, la question se pose moins. Raphaël. Un vrai travail de fond à faire pour rendre les algorithmes transparents, rendre ceci. CoronaAlert est une application, il y avait sur Twitch il y a 2 jours Alain Leguet qui était le développeur de l'application CoronaAlert qui venait parler de l'application. Honnêtement, c'est dommage qu'il ne passe pas plus souvent à la télé parce qu'il a expliqué tout le fonctionnement. Le code source de l'application est public, on peut aller le voir. Moi j'ai 3 amis qui ont revu le code, qui ont dit ok, c'est nickel. Et le paradoxe, c'est que tout le monde se retrouve sur Facebook pour gueuler sur cette application. Alors que Facebook n'a aucune application d'utilité publique.
que ce qui se passe en termes d'atteinte à la vie privée sur Facebook est un cauchemar. Et que Corona Alert est fait par des bénévoles pour aider l'État, mais les citoyens aussi. Et c'est un peu le bouc émissaire d'une époque qui est en train de ramasser, alors que c'est peut-être la seule application utile qui n'est pas en train de piller nos données. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de lynchage public au monde du numérique, quoi. Jean-Pierre. Oui, une réaction peut-être par rapport à ça. Donc je pense que c'est encore un exemple très typique de la société dans laquelle on vit. On a une difficulté, on a un problème, comment on va faire face à celle-ci? On va utiliser la technologie. Et on est dans l'ère du digital, donc on va essayer de trouver quel est l'outil digital. Ça peut très bien fonctionner, ça peut avoir son petit apport. Voilà, je ne veux même pas critiquer l'application en tant que telle et l'aspect des données privées, mais franchement, le problème est ailleurs. Si nos hôpitaux avaient les moyens de prendre l'ensemble des malades, et pas ceux uniquement du corona, mais aussi autoriser les autres qui ont d'autres problèmes de santé. Donc un refinancement massif des soins de santé, au lieu de mettre l'argent, parce que pour le moment l'économie elle prend un bon coup là, donc on va recharger l'économie, mais le non-marchand, par exemple ici, dans ce cas-ci, la santé, je pense que les milliards qu'on va mettre dans l'économie, on aurait pu imaginer les mettre, et même il n'est pas encore trop tard. La première vague aurait pu être un première alerte, on va dire, et de se dire, non, on va prendre beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'infirmiers et d'infirmières, on va avoir plus de lits, et là, la situation serait tout à fait différente. Donc, j'ai l'impression qu'on imagine toujours que la solution va venir du technique. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de solution technique, évidemment, mais ça doit faire partie de la panoplie des actions à mener. Et de nouveau, il n'y a pas une recherche holistique. Il y a une espèce de vertu magique donnée au numérique ou à l'innovation, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. C'est mon sentiment, en tout cas. Ouais. Et c'est un danger parce que les gens finissent par se dire... là, on parlait la semaine passée dans un live de décroissance énergétique et des risques. D'ici une dizaine d'années, la Russie a déjà prévenu, Gazprom a déjà dit, nos réserves arrivent à maturité. Le jour où on doit choisir entre vous et nous, ça va plutôt être nous. Et plein de gens me disent mais non, c'est trop important, c'est certainement sous contrôle. Et donc les gens ont une espèce de foi comme ça sur un système qui prend soin de nous, dans lequel il y aurait quelqu'un qui aurait bien tous les bons instruments avec les bonnes mesures, et qu'au final il y a quelqu'un, même si c'est quelqu'un de malveillant, mais qui contrôle tout. Je pense que la réalité est beaucoup plus angoissante. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et on doit apprendre, c'est la métaphore que j'utilise dans mes conférences, la voiture va de plus en plus vite, sur une route qui se dégrade de plus en plus, les instruments commencent à s'affoler, et nous on s'engueule dans l'habitacle. Le premier truc à faire, c'est d'abord réussir à voir comment on va piloter le véhicule ensemble. Et donc effectivement, la technologie peut être un phénoménal outil. Moi j'y crois vraiment très fort, mais s'il n'y a pas de volonté derrière, s'il n'y a pas de vision, c'est un peu le thème de fond en fait, je pense, qui revient, il ne se passera rien. Il n'y a pas un monde infini, et notre consommation du numérique donne l'illusion d'un monde infini, forfait illimité, data tout berzingue, 5G, on va en parler. Est-ce que ça ne donne pas l'impression fausse, évidemment, et illusoire à l'individu, aux citoyens, voire aux entreprises, qu'il n'y a pas de problème, que le monde est infini? C'est un bon point, je ne l'avais jamais vu comme ça. Donc de l'influence, des forfaits illimités sur l'Internet à la maison, sur la conception du monde, mais oui, allez, c'est un bon point. Mais, je dois vous avouer modestement que l'idée ne vient pas de moi, mais d'un intervenant d'un débat d'Evolutique il y a un jour ou deux, qui lui parlait même d'intraveineuse, il y avait une image forte comme ça d'intraveineuse de la big data et de l'infini. Qui donnait l'impression justement illusoire que tout était gratuit entre guillemets et infini, alors qu'on le sait, on va peut-être aborder tout à l'heure, si on a le temps, le thème de justement la sobriété numérique, bien que ce ne soit pas l'objet du jour, mais cette impression que le numérique démultiplie les capacités humaines est une impression illusoire. Oui, en tout cas, je peux vous dire, du côté des fournisseurs, en tout cas, nous, on est parfaitement conscients des limitations, et on est parfaitement conscients du coût aussi. Ça se traduit en milliards, voire en dizaines de milliards. On est parfaitement conscients de la finitude des choses. Et le Covid l'a bien montré aussi. Donc, on a eu, l'utilisation du cloud a été multipliée par 7 ou 10. Et donc, on a très vite été confronté à une question de est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va arriver à mettre ça? Et là, il y a une question sous-jacente intéressante qui est la neutralité du web. Si à un moment il faut prioriser
des usages du numérique, des réseaux, du cloud, de l'infrastructure. Qui va décider ce qui est important pour la société, pour le monde, pour les États, pour l'individu? Alors ça, je pense, indépendamment de la neutralité, mais je pense que c'est cette question-là qui est vraiment au cœur des choses. La question, c'est comment choisissons-nous ce que nous allons faire? Et par rapport à l'incompréhension de la technologie, par rapport au décalage qu'il y a entre le citoyen, je veux dire, et la technologie elle-même, la méconnaissance des phénomènes, la méconnaissance de ce qu'est un algorithme, la méconnaissance de la manière dont le cloud fonctionne, ça ne permet pas d'avoir un débat citoyen, démocratique, convenablement informé. Et je pense que le problème principal, il est là. Donc c'est clair que nous avons des choix à faire. Le privilégier des smartphones qui sont recyclables par rapport à des smartphones qui ne sont pas, ce n'est pas un choix que les fabricants vont faire. Les fabricants vont aller vers la solution qui leur permet d'avoir la marge la plus élevée sur le produit qu'ils vont vendre. Ça, c'est une décision politique que nous devons prendre. Ce n'est pas, pas aux multinationales à le faire. Est-ce que les États, les pouvoirs publics ont encore la main face. J'ai vu qu'aux États-Unis, Google était sous une enquête pour le monopole, qu'en France, Facebook, Google, etc., étaient sommés de venir donner des explications devant le Sénat. On a vu aussi ce qui s'était passé il y a 2 ans avec le scandale Cambridge Analytica, avec tout un show devant le Parlement européen et devant le Sénat américain, avec la convocation des leaders des GAFA. Je n'ai pas l'impression que les choses ont favorablement évolué depuis lors. En tout cas, il n'y a pas eu Vous allez me reprendre, oui, Bruno. Oui, les États ont la main. On le voit avec le RGPD. Donc les États sont les régulateurs. Ils ont la possibilité de prendre des lois. À eux de les faire. Et donc le RGPD est un bon exemple. Il fallait absolument mettre de l'ordre dans la collecte de données, dans la manière dont c'était traité. Et donc au niveau européen, il y a un règlement qui a été fait. Il est beaucoup critiqué parce que certains disent qu'il est lourd, etc. Mais désolé, non, c'est une régulation absolument fondamentale dont tout le monde a besoin pour avancer. Donc les États ont la main. En tout cas, les États peuvent prendre la main. Alors est-ce qu'ils la prennent ou est-ce qu'ils ne la prennent pas? En général, pas vraiment. Et personnellement, une des choses que je déplore, mais désolé, je vais plaider un peu pour ma chapelle, c'est le faible pourcentage d'ingénieurs ou de techniciens dans le personnel politique. On voit, en fait, en général, des parlementaires qui ne comprennent absolument pas comment les choses se font. Et donc les décisions sont difficiles, donc ils ont besoin d'experts extérieurs, donc les processus prennent du temps. Et avec un cycle technologique qui prend 3 ans, ils sont toujours en retard. Et donc la décision, et c'est normal aussi que la décision politique prenne du temps, mais la décision, elle va arriver après 5 ans ou après 6 C'est vrai que c'était particulièrement frappant dans les débats publics lors des Sénats et de Parlement européen, etc. On avait l'impression quand même de geeks face à parfois des dinosaures. Oui. Et ce sont les décideurs. Et donc là, c'est là où on a ce décalage de connaissances, on a ce décalage de compréhension. Mais le politique a totalement le pouvoir de le faire. Et c'est à lui à le faire. Donc même si je travaille pour une multinationale, Microsoft, on demande une régulation, on demande des textes législatifs, on les a demandés dans le domaine de la vie privée, on les demande maintenant dans la reconnaissance faciale, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Sans ça, effectivement, on va partir n'importe où. Ça va dire. Alors, vous avez parlé de RGPD, on a parlé un petit peu de protection des données, on a parlé de la vie privée un petit peu avec Corona Alert, comme vous le disiez, voilà une application en open source dont tout le monde peut savoir exactement à quoi elle sert, etc. C'est un petit peu effrayant quand on voit que TikTok a été téléchargé 3 millions de fois en Belgique. Je crois que le grand public ne se rend pas compte, même après le scandale Cambridge Analytica, qu'ils donnent gratuitement des données fondamentales comme leur santé avec les applications de sport, comme la géolocalisation évidemment, le type d'achat, donc le type de consommation. Ça, c'est quelque chose qui doit un petit peu tilter chez nos responsables politiques ou le déclic doit-il venir du consommateur, Jean-Pierre? Je pense qu'on nous installe dans un confort, on aime nous endormir, on aime nous montrer qu'on essaye de nous faciliter la vie et puis on rentre dedans et on ne se pose plus de questions. On n'arrive plus à avoir cet esprit critique face à ce qui nous arrive. On parlait de ce mur qui est dressé entre le citoyen et la technologie. Voilà, c'est aussi d'autres exemples. On donne nos données sans prendre trop de garde.
Donc voilà, il y a une méconnaissance, vraiment une méconnaissance générale. Les mots utilisés aussi, parce que ça alimente notre imaginaire. On parle d'une société dématérialisée. Mais c'est une honte de dire ça, c'est archi faux. On n'a jamais plus consommé d'énergie et de matériaux qu'aujourd'hui. Et entre autres pour les objets électroniques. Je travaille dedans, donc je vois très bien. On peut le rappeler. Et Bruno le mentionnait, et vous le voyez très bien, quand il y a une augmentation du nombre de données, de stockage, de flux de données, ça se traduit automatiquement par des investissements massifs dans l'infrastructure. L'infrastructure, elle est transparente pour l'utilisateur. On ne se rend même pas compte qu'il y a des antennes relais, qu'il y a des stockages de données par-ci, par-là. Enfin, on ne la voit plus. C'est l'invisible. L'économie est devenue invisible, l'infrastructure technologique est devenue invisible. Il faut se déplacer dans des pays dits en voie de développement pour se rendre compte, ah zut, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'arrive pas à envoyer mon email, j'ai pas de connexion. Et là, on s'imagine, alors on touche l'infrastructure. Là, ici, on vit dans un monde où il y a tout est dupliqué pour pas qu'il y ait de manque de réseau. Enfin, c'est la folie, quoi. Donc, on rend tout invisible. Et donc, c'est pas étonnant que le citoyen, mais le politicien, c'est un citoyen avant tout, est complètement déconnecté de ce monde technologique. C'est vraiment pas étonnant. Raphaël, je vois que vous vouliez intervenir. Oui, non, j'avais cette phrase quand vous parliez de ça dans le troisième opus de Yuval Noah Harari, donc quel auteur qui a écrit Homo sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Il fait la métaphore des citoyens et du GAFA de ce que les Amérindiens ont fait avec les Européens, c'est-à-dire qu'ils donnaient des terres d'une valeur infinie pour de la verroterie. Et en fait, les données qu'on communique aux GAFA, sans même savoir à quel point ça a de la valeur, eux, avec ça, peuvent calculer des choses absolument inimaginables. Et c'est d'ailleurs, moi, quelque chose qui me désole, parce que si on prend Facebook par exemple, et quand on voit plus de 2 milliards d'utilisateurs, avec justement la reconnaissance de patterns et autres, si on mettait l'information non pas au service d'une entreprise privée, mais de la collectivité, je pense qu'on ferait des bons quantiques dans la détection de certains problèmes, de la dépression, on pourrait identifier donc ils sont assis sur Je me souviens du président Obama qui disait Google est mieux armé que moi pour prédire l'irruption ou d'une épidémie de grippe, tout simplement, dans un État des États-Unis que mes propres services de santé. Bien sûr. Et donc là, on est en train parce que voilà, là, on sent bien le vent tourner sur les réseaux sociaux. On voit que les gens commencent à découvrir un tout petit peu quand même de quoi il s'agit. Je pense qu'ils. Ah oui, vous pensez ça, Raphaël? Moi, je vois, en tout cas, alors. Pour être plus pondéré, je dirais dans mon entourage, je constate vraiment une évolution des mentalités. Mais le problème, c'est que, comme souvent, on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire, tiens, de ne pas comprendre à quel point une plateforme qui gère 2 milliards d'individus peut créer de l'information d'une richesse inouïe pour l'humanité. Mais il faut voir qui a la main dessus, comment on le gère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette information? Est-ce qu'on pourrait résoudre des problèmes comme celui de la mobilité? Tout à l'heure, vous citiez un exemple qui était un exemple médical à Helsinki. On pourrait résoudre quoi concrètement avec davantage? À Chicago, et pourtant Dieu sait si c'est Waze, donc c'est quand même une entreprise privée, le fait d'avoir une adoption massive de l'application, ils ont réduit le trafic de 12%, je pense. Donc ils ont amélioré la mobilité, c'est pas qu'ils ont réduit le trafic, pardon, ils ont amélioré la fluidité du trafic par 12%. Et donc, oui, il y a clairement des moyens, mais de nouveau, c'est plutôt une question de volonté, de vision, de collaboration, d'éviter les abus, d'éviter les collusions, les conflits d'intérêts, voilà, à mes yeux. Jean-Pierre, vous vouliez... Ouais, je voulais juste dire que pour moi, il ne faut pas attendre de miracles. Il ne faut pas attendre des miracles. Je dirais rien n'a démarré avec un bon sentiment. Je dirais le fait d'avoir accès à ces données folles c'est un moyen certainement intéressant à analyser, voir qu'est-ce que l'on peut faire d'utile pour l'humanité dans sa globalité. C'est certain qu'il y a une mine d'or là, mais il ne faut pas fantasmer non plus. Je pense que ce sera de l'optimisation du système. On prend l'exemple ici du roulage, on va gagner 12%. Si le point de départ est de se dire, j'ai envie que la technologie que je développe
quelle que soit cette technologie, c'est pour éliminer la faim, pour éliminer les différences sociales, c'est pour une meilleure éducation pour tout le monde. La technologie va être déjà développée dans une autre direction. Oui, vous m'aviez dit au téléphone, Jean-Pierre, une phrase qui m'avait vraiment frappé. Vous m'aviez dit, citez-moi un seul exemple d'une application qui a été, d'une application, pas spécialement une app, hein, mais d'une application du numérique, qui a été conçue dès la base pour protéger les plus faibles. C'est vrai que là, à brûle pour point, j'en ai pas trouvé. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous voyez un moment, quelqu'un qui a utilisé du numérique pour dire ça, je veux vraiment que cette évolution technologique, elle protège les plus faibles. J'en vois deux de tête. La nutrition. Je vois, mais c'est pas du numérique 100%, mais c'est les nouvelles technologies. C'est Minecraft, qui est un exemple que j'utilise tout le temps. C'est un Afghan qui a créé un drone avec 3 adaptateurs et qui fait la promesse avec ça de résoudre le problème des mines antipersonnelles dans le monde en 10 ans à 200 fois la vitesse et 200 fois plus vite et un 20e du prix. Et ça, c'est un gars qui a une idée brillante, qui a fait du très bon storytelling, qui est passé dans TED, et qui du coup s'est fait financer son 2e projet. Et il y a évidemment le Hollandais de 17 ans, qui maintenant doit en avoir 25, Ocean Cleanup, qui aussi, voilà. Ça, pour moi, c'est 2 exemples d'individus qui, avec une idée innovante au service du bien commun, ont fait des choses absolument démentes. Il doit y en avoir plein d'autres, mais c'est vrai que, de nouveau, on revient toujours à la même chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et donc, peut-être qu'on devrait arrêter de parler de croissance économique et parler d'une croissance du capital triple, et d'essayer de balancer, de dire, voilà, on ne peut pas se retrouver avec une dégradation de l'environnement ou du facteur social. Et dans ce cas-là, on cherche à faire de la croissance, mais voilà, peut-être une année plus économique, plus environnementale. Et là, peut-être qu'on arrivera à quelque chose, quoi. Je vous entends acquiescer. On connaît un paquet d'exemples aussi. Il y en a une qui a été développée par un programmeur de chez nous qui s'appelle Seeing AI. Et donc lui est aveugle, et un de ses problèmes quand il était en réunion, c'est qu'il ne sait jamais si les gens sont toujours en réunion avec lui, s'ils ne font pas de bruit, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils font autre chose, et il y avait aussi des problèmes dans la rue, et donc il a intégré toute une série de choses dans des lunettes au départ, maintenant dans un smartphone, pour permettre aux personnes aveugles de savoir ce qui se passe dans l'environnement. Et donc c'est une application qui est maintenant disponible sur l'iPhone. On a d'ailleurs en Belgique, on l'a traduite dans d'autres langues. Et alors il y a un autre projet, mais plus fondamental. Alors j'essaye de revenir sur le nom de l'université aux États-Unis qui a fait ça. Mais eux ont développé un protocole Wi-Fi particulier qui peut être implémenté sur les routeurs Wi-Fi domestiques à la maison, mais qui va permettre de faire, au lieu de faire un broadcast dans toute la pièce, qui va permettre de faire des liaisons point à point. Des liaisons point à point. D'accord, oui. Et donc avec une antenne parabolique. Donc avec un routeur domestique qui coûte 20 ou 25 euros, ils arrivent, leur record c'est 380 km, je pense. Et donc ils ont dû, monter en haut d'une montagne, je ne sais plus où, pour passer au-dessus de la courbure de la Terre, pour atteindre les 380 km. Et bon, ils ne savaient pas aller plus haut, donc ils n'ont pas pu vérifier s'ils pourraient aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Dans les zones où il n'y a pas de Wi-Fi, et donc là c'était pour soutenir un projet en Inde de décentralisation des soins ophtalmiques. Voilà. Donc les ophtalmos n'arrivaient pas à aller dans les villages. Et donc en fait, avec ce routeur domestique, avec un bête PC et une antenne, ils créent des liaisons à travers la jungle, à 15 ou 20 km de distance. Et ça a permis dans cette zone-là de multiplier par 10 la couverture de la population. Donc un ophtalmo arrivait à couvrir 50 000 personnes, avec donc des systèmes aux alentours de $1000. Ils ont pu passer à une couverture de 500 000 personnes. Et le protocole a été développé spécialement pour être un protocole qui pouvait fonctionner dans ce domaine-là. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et alors, par rapport aux données, si je peux me permettre... Est-ce qu'on encourage, quand on est un géant de la tech comme Microsoft, Oui. Vous avez des bourses, par exemple? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a... Alors, je vais dire quelque chose de tout bête, mais pourquoi est-ce que... de naïf, alors, pourquoi est-ce qu'on entend parler plus d'effets un peu lol du numérique aujourd'hui, un peu inutile, je dirais, que ce genre de choses. En tant que journaliste, vous allez peut-être me dire, mais c'est vous les médias qui devriez davantage... Je pense que c'est très intéressant, c'est très illuminant ces exemples qui sont donnés en Inde, ici en Afghanistan. On peut citer effectivement beaucoup d'exemples aussi en Afrique de l'utilisation du numérique pour faciliter. Là, il y a eu un choc, une vague énorme. On est passé de pas de téléphonie
au téléphone sans fil. Enfin voilà, c'est quand même au GSM, etc. Donc c'est une technologie qui a pu se déployer. Donc voilà un bienfait des ondes électromagnétiques pour implémenter rapidement une infrastructure. Les gens se sont appropriés cette technologie, en tout cas un certain niveau d'appropriation, et en ont fait des choses extraordinaires. Donc on peut voir effectivement énormément de projets en Afrique qui sont là pour soutenir les paysans, pour soutenir l'éducation, pour soutenir plein de services, on va dire, de base. Et moi, ce que j'entends là dans ces exemples-là, tant qu'on ne sera pas nous, dans notre société, sous une pression, sous une difficulté, sous une contrainte, quelle qu'elle soit, on n'utilisera pas la technologie pour, je dirais, justement, prendre soin des plus faibles. Donc je pense que c'est des exemples très, très éclairants. On n'est pas encore sous contrainte, on n'est pas encore assez dans la merde, pour mal parler, pour se dire, cette technologie-là, elle est merveilleuse, mais on va essayer quand même d'en faire autre chose que ce qu'on en fait aujourd'hui. Il faut être sous contrainte. Un autre exemple, Cuba. Cuba, comme il était complètement isolé du monde entier, vous devriez aller voir tous les projets dans le domaine de l'informatique qui a eu lieu à Cuba. C'est incroyable. Ils ont des systèmes d'exploitation qu'ils ont réalisés eux-mêmes from scratch. Donc ils ont une certaine résilience par rapport à la technologie, une certaine appropriation de la technologie, voilà, pour leur propre société. Donc je pense que ça m'intéresse. Là, je suis intéressé de voir que finalement des exemples existent, mais on ne passe à l'action que si on est sous contrainte forte. En tout cas, vous pourrez revoir le replay pour prendre note des exemples concrètement. Il suffit de voir le système scolaire en Belgique qui n'a pas réussi sa transformation digitale entre 2005 et 2020 et qui en 3 semaines a broadcasté. Toutes les écoles étaient live sur Zoom, sur Whereby, sur machin. Mais voilà, avec des succès. C'est une application plutôt heureuse des vidéoconférences et de toutes les télécommunications. C'est que pendant le confinement, nous avons pu continuer à travailler. Des sociétés n'ont pas fait faillite grâce à ça. Des consommateurs ont pu faire des achats et continuer d'être alimentés. Des familles ont pu continuer à communiquer et même se voir. C'est plutôt une bonne chose, ça, non? Bien sûr. Est-ce que le confinement a eu un effet un petit peu, et la crise du Covid peut-elle avoir un effet bénéfique sur la prise de conscience des gens par rapport à leur priorité, justement, dans l'usage du numérique ou de ce qu'ils veulent? Je n'ai pas l'impression. Je pense que ça va être un phénomène. Mais par contre, ce qui ça montre, c'est que... moi, je suis rempli d'espoir. Moi, je pense que l'humain a cette capacité, avec la somme de connaissances, avec tout ce qui nous entoure technologiquement et autres, et cette connaissance de l'homme en général et de son environnement, on a tout ce qu'il faut. Mais on va l'utiliser correctement que quand on sentira qu'on en a vraiment besoin pour notre propre survie. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Mais je ne pense pas qu'on va bouger, qu'on va utiliser notre environnement numérique autrement que le jour où on sera vraiment forcé à le faire. C'est un peu ça. Je pense, oui. C'est une question. En fait, l'homme est capable d'accomplir à peu près tout ce qu'il veut. Là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Et le jour où on aura vraiment décidé, je pense qu'on est capable d'accomplir des miracles en très peu de temps. On a les moyens, comme tu dis, comme vous dites. Et moi, je ne peux pas imaginer que des connaissances complémentaires entraînent une régression, en fait. On a ici des connaissances, on a un nouvel outil. Quand je dis que le machine learning permet de résoudre des classes de problèmes qu'on n'a jamais pu aborder, on a un nouvel outil. Donc on peut résoudre des choses qu'on n'a jamais pu résoudre. Je ne peux pas imaginer que ça va avoir un effet globalement négatif. Ce qui est important, c'est effectivement que cet outil soit connu et que nous puissions nous approprier cet outil. Tant que Google, Facebook ou Microsoft ou que sais-je sont les seuls à pouvoir s'approprier cet outil parce qu'ils sont les seuls à s'intéresser à cette technologie, ce qui a été le cas pendant les 20 dernières années. Globalement positif, mais ça peut avoir un effet individuellement négatif parce qu'on a besoin de moins apprendre peut-être. Non. Ça c'est pas vrai ça. Parce qu'on apprend des choses différentes, mais on ne doit pas moins apprendre. Au moment où l'écriture a commencé à se répandre, il y a toute une série de textes qui voient des philosophes vraiment se répandre en critique contre le fait que le renseignement soit mis par écrit. Alors nos étudiants ne viendront plus prendre la parole chez nous, ils vont le trouver dans des livres écrits, ils perdront la subtilité, ils ne pourront plus apprendre tout ce que nous transmettons.
Même chose avec le passage à l'imprimerie. Même chose, il y a des textes fantastiques sur l'invention de la ponctuation. Donc au moment où la ponctuation a commencé à être utilisée en Angleterre, tout d'un coup, il est devenu possible de lire silencieusement. Sans ponctuation, pour comprendre le sens, il fallait lire à haute voix. Ah oui. Et donc il y a toute une série de pédagogues et de philosophes à l'époque qui sont insurgés contre l'utilisation de la ponctuation parce qu'elle permettait de lire beaucoup plus vite et à voix silencieuse. Et donc on perdait toute une série de sens et de notions. Donc, non. Je vais peut-être préciser peut-être le sens de mon intervention. En discutant l'autre jour avec une institutrice, elle me faisait remarquer à quel point l'apprentissage ou même l'utilisation ou même la connexion permanente des jeunes enfants à des écrans avait des ravages, parce que c'est une institutrice au long cours, si je puis dire, elle a quelques années d'enseignement derrière elle, elle se rendait compte que ça faisait des ravages sur la capacité d'attention et la capacité même d'idéation des enfants. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Est-ce que ça ne nous abrutit pas? Voilà. Donc ça transforme. Donc voilà, une discussion moi, que j'aime bien avoir avec des enseignants ou des directeurs d'école, c'est l'intérêt de Fortnite. Et tout ce qu'on peut avoir dans Fortnite. Et alors, dès que je mentionne le fait que Fortnite puisse être utile, alors évidemment, mais non, mais enfin, on se bat contre Fortnite. Non, pas vrai. Fortnite, c'est un exercice répétitif dans lequel les joueurs sont plongés et ils doivent développer une heuristique. Ils doivent trouver eux-mêmes des règles de fonctionnement dans un univers qu'ils ne connaissent absolument pas. Quand on est dans le monde actuel, face à un monde qui change vraiment très très vite, où on ne va plus trouver les grands experts qui ont 20 ans de recul et qui vont pouvoir nous dire comment nous comporter, une des capacités dont on a besoin, c'est la capacité de développer directement une compréhension des règles de l'univers, peut-être pas les règles fondamentales, mais une compréhension opératoire avec laquelle je peux faire quelque chose. C'est de l'heuristique. Je veux dire, ils pratiquent ça tous les jours, plusieurs fois par jour, en jouant à Fortnite. Et en plus, si on commence à utiliser ça de manière pédagogique, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre compte que tel enfant a des heuristiques différentes de tel autre et qu'elles marchent tous les deux. Et donc tout d'un coup, on va commencer à prendre une grande relativité par rapport au choix d'une idéologie politique ou d'un système de gouvernement ou autre, parce qu'on va se rendre compte que deux heuristiques différentes donnent des résultats tout à fait équivalents. On apprend énormément de choses. Ce ne sont pas les mêmes, c'est clair. Mais la matière que nous devons apprendre ne se réduit pas, au contraire, elle augmente. Il développe un vocabulaire, il développe une articulation de concepts, une faculté à coopérer à plusieurs. Alors évidemment, il y a les deux. C'est une machine qui est aussi construite par des ingénieurs qui savent gérer l'attention, qui savent développer l'accoutumance et ce genre de choses. Et donc, de nouveau, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà, les choses sont différentes, les risques ne sont pas les mêmes. Je pense que toute invention vient avec des risques. Et il y a toujours de réveil à chacune des technologies et on doit s'adapter. Mais voilà, les outils sont pour moi des outils et un outil c'est toujours fabuleux, quoi qu'il arrive. On va parler d'outils ou en tout cas d'infrastructures et peut-être que pour les internautes qui nous regardent ça va leur parler parce que c'est aussi le genre de débat qui cristallise les passions sur les réseaux sociaux, c'est la 5G. La 5G. Alors il y a ce débat, notamment par rapport aux ondes électromagnétiques que cela peut engendrer pour la santé des gens. Mais au-delà de ça, il y a aussi le débat sur la démultiplication du transfert de données. Est-ce que c'est une bonne chose? Si je vous entends évoquer l'intelligence artificielle et ses éventuels effets bénéfiques, mais je suppose que ça passe par l'intégration d'encore plus de données, notamment dans le secteur industriel. Est-ce que la 5G, c'est quelque chose de souhaitable ou pas? Qui veut se lancer sur la question? Je peux me lancer. Jean-Pierre, si allez-y. Oui. Non, je pense que la 5G, comme tu le disais, comme vous le disiez, il y a vraiment... chaque fois un côté pile et un côté face. Donc, mais ça paraît bateau, mais franchement, quand vous travaillez dans le monde de l'innovation, on ne vous parle que des points positifs de la technologie. Donc si on parle de la 5G, on va avoir et même des appels pour financement de la recherche, que ce soit au niveau régional ou au niveau européen. On va présenter la 5G comme un outil miraculeux même pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, on ne verra que son côté positif. Alors, je crois effectivement aux effets positifs de ce type de technologie. Je travaille moi-même sur la 5G, la 6G. Enfin, je m'intéresse aux ondes électromagnétiques et de voir qu'est-ce que l'on peut faire avec les ondes électromagnétiques. Et je travaille dans la microélectronique. Donc voilà, je suis vraiment dans cette thématique de recherche. Alors de nouveau, des choses très intéressantes. Et je pense que c'est de nouveau une suite logique. On essaye d'envoyer des informations de nouveau avec les mêmes critères
de performance, plus vite, plus rapidement, plus d'objets connectés. Donc on est toujours dans le plus, partout. Donc ça, elle a sa logique, cette technologie. Mais elle peut servir aussi à énormément de choses très positives sur le monitoring de l'environnement, sur de l'imagerie. Donc tout ça est vrai, tout ça est vrai. Le problème, c'est qu'elle va s'additionner aux autres technologies. La 4G va rester, elle va même continuer à grandir, la 5G va être là. Et qu'est-ce qui va faire vraiment le bénéfice par rapport aux opérateurs qui vont investir des millions et des dizaines de millions d'euros pour avoir ces licences? C'est là qu'il faut se poser la question. On sait déjà très bien comment la technologie va être utilisée. Elle ne va pas être utilisée uniquement pour améliorer les conditions des gens, mais simplement pour de nouveau aller vers un débit toujours plus élevé de données, et des données que, quand on analyse bien ce qui se passe sur l'Internet, ce n'est pas toujours des données de grande utilité, on va dire, pour la planète Terre qui est en souffrance. Donc la 5G va être une technologie de plus pour accélérer l'envoi et la création de données. Mais l'industrie, les investisseurs, pour rentabiliser leur investissement, risquent de pousser les individus et les entreprises à consommer et à échanger toujours plus de données inutiles. C'est quoi par exemple? On dit que 80% du trafic web mondial, c'est de la vidéo en streaming. Voilà, ouais. En gros, oui, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, on ne parle pas de données utiles de monitoring pour la circulation ou pour une maladie ou pour un mouvement migratoire. Non, on parle de données finalement relativement futiles qui encombrent un petit peu tous ces data centers et ce flux, et l'infrastructure doit être dimensionnée en conséquence évidemment de cet usage. Donc si ça restait dans des applications industrielles bien ciblées, je pense que oui, ça va apporter certainement plus d'éléments positifs que négatifs, mais c'est assez commercial qu'il faut rentabiliser l'infrastructure. Et là, on veut toucher au plus grand nombre, le grand public. Donc moi, c'est là où me situe ma crainte principalement. Oui. Raphaël, pour vous Moi, j'avoue, c'est un débat dans lequel j'essaye de rentrer assez peu parce que je n'ai pas investi le temps nécessaire que pour avoir une opinion réelle dessus. Je rejoins assez bien Jean-Pierre. Je pense qu'elle apporte des bénéfices très clairs. Et si on est dans un monde intelligent, on dit voilà, on utilise ce réseau-là que pour les trucs où il y a un vrai apport et un vrai bénéfice, ce serait super. En Chine, j'ai entendu qu'ils commençaient à couper les antennes la nuit, tellement ça consommait de l'énergie. Et donc voilà, dans un monde où l'énergie est comptée, on a un certain nombre de coûts restants, même si ça peut paraître assez hallucinant de dire ça, mais on a une quantité de matière finie, une quantité d'énergie finie. Donc il nous reste X mouvements dans notre partie d'échecs. Est-ce qu'on a vraiment envie de se dire ce qu'on va permettre, c'est de streamer un film en 8K dans le métro sur son iPad? Voilà. Et alors évidemment le problème de ça, c'est que pour s'en sortir, soit il faut devenir ultra autoritarien et c'est un monde qui fait envie à personne, enfin à très peu de monde, ou bien il faut arriver à ce que les gens soient tous très éduqués et partagent une vision qui soit si pas identique, en tout cas compatible au débat d'idées, ce qui n'est pas non plus la tendance où on va. Une grande utopie, voilà. on va dire, mais clairement la 5G pour la 5G, je ne vois pas l'intérêt. Et pourtant, je pense que les performances que ça permet sont géniales. Oui, enfin, la 5G pour streamer dans le métro en 8K, ça ne se fera pas. Hein. Donc déjà streamer en 8K, ça sert à rien sur un smartphone parce que la résolution et la limite physique de la perception est telle que personne ne va payer un écran 8K, puis il sert à rien. Et donc streamer ce genre de choses non plus. Et honnêtement, l'objectif l'intérêt de la 5G, il n'est pas là. Et l'intérêt de la 5G, il est dans la possibilité d'avoir des transmissions de données prédictives avec des temps de latence relativement courts. Donc j'entends tout le temps parler de à quoi ça sert la 5G sur mon smartphone. C'est vrai, ça sert à rien. C'est pas là. Il faudrait l'interdire au smartphone. Le débat. Oui, parce qu'on crée des smartphones 5G. Donc, ça ne sert à rien, mais ça va quand même arriver. Il y a même des chances ou des risques qu'à un moment, tout le monde doive acheter un smartphone 5G pour pouvoir encore utiliser. Mais non, on ne devra pas acheter un smartphone 5G. Si le smartphone 5G est trop cher ou est plus cher que le 4G, on ne devra pas acheter le smartphone plus cher. Comme si on n'a pas d'usage. La 5G ne va pas remplacer le 4G. Mais non, la 5G, c'est pas un remplacement de la 4G. La 5G, c'est une autre technologie. Alors on peut faire de la 4G avec la 5G, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, le danger, c'est que certains services passent à la 5G. Voilà, mais honnêtement, on va forcer l'utilisateur parce qu'il faut savoir que l'économie justement de la microélectronique, elle sait très bien qu'elle va s'essouffler à un moment. Donc il faut renouveler, il faut trouver d'autres moyens. L'automobile, c'est la même chose.
l'automobile va s'essouffler. Donc il faut innover. Donc on va mettre plus d'électronique. On parle de la voiture autonome. Ben ça, c'est des aubaines assez incroyables pour le milieu industriel. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Juste pour revenir peut-être au niveau technologique, au niveau des entreprises, même si dans certains cas, on a besoin d'une latence plus courte, etc., d'autres technologies existent. Il y a la fibre, il y a le Li-Fi, donc il y a d'autres technologies qui sont là déjà présentes qu'on pourrait utiliser. La difficulté, ou l'avantage que la 5G a, c'est une onde électromagnétique, donc c'est l'installation effectivement rapide, facile, moins d'investissement. Et ça permet à une entreprise de délocaliser. C'est juste un exemple. Vous avez une entreprise qui pouvait être hyper high-tech, une chaîne de montage avec plein de capteurs, plein de robots dans tous les sens. Ben, vous n'avez aucun câble. Je caricature un peu, il y en aura toujours un peu, mais il n'y aura pas beaucoup de câbles. Vous avez une facilité, ça a été dit clairement par une grande entreprise. Pour démonter notre chaîne, au lieu de le faire en un mois, on pourra le faire en une semaine. Voilà, donc ça donne beaucoup plus de mobilité, non pas uniquement d'un peu de personnel ou d'une chaîne, non, ça va faciliter le démontage. Enfin, vous voyez, ça a des impacts aussi sociaux qu'on ne mesure pas. L'outil viendra tellement versatile, tellement déplaçable et modulable que finalement, ce ne sera plus une limite à une certaine délocalisation. Par exemple, c'est des exemples, il ne faut pas faire peur, mais c'est toute cette flexibilité qu'on a avec le sans-fil qui va être aussi utilisée contre des travailleurs. Hein. Oui. Enfin, donc Caterpillar n'a pas eu besoin de 5G pour pouvoir être délocalisé. Bien sûr, ce sera juste encore un outil en plus dans la panoplie. Donc la facilité de délocaliser, c'est un peu le côté négatif des choses. Le côté global, c'est que ça introduit de la flexibilité supplémentaire. Et donc, effectivement, on peut l'utiliser pour délocaliser, mais on peut l'utiliser aussi pour reconfigurer plus facilement des chaînes de production, pour fabriquer des produits qui sont plus adaptés. Une des choses qu'on voit avec certains clients chez nous, c'est qu'au lieu de fabriquer des produits standards, 6 exemplaires dans la gamme, un gros, un moyen, un petit, puis un autre au milieu, et finalement gaspiller des ressources parce que personne ne va jamais utiliser toutes les fonctionnalités. Ils sont passés à une production à la pièce, et donc en fonction de chaque usage, la machine qui est produite est la machine la plus optimisée, avec donc une réduction des coûts, une réduction de la matière, réduction du coût. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des chaînes de fabrication flexibles, puisqu'on ne travaille plus sur modèle standard qu'on va fabriquer en grande série, en fait. Super. Donc, des gagnants, des perdants, chaque fois. Voilà, donc c'est introduit de la flexibilité. On n'introduit pas assez de la réflexion qu'il y a des perdants, justement. On a l'impression qu'il y a que des gagnants. Je vais demander, parce qu'on arrive au terme de ce débat, je vais vous demander, pour ne pas rester peut-être sur des dernières prises de position plus, on va dire défaitistes, il n'y a pas de défaitistes ici autour de la table, mais donner, si vous voulez bien, en guise de conclusion aux personnes qui nous regardent, une manière de se projeter dans l'avenir en disant préparez-vous à ceci de manière positive. À quoi faut-il s'attendre et comment s'y préparer au mieux ? Je me tourne peut-être vers vous, Raphaël, puisque c'est... Avec plaisir. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, la première chose, c'est il y a des choses sur lesquelles on peut agir et des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Sur lequel on ne peut pas agir, je pense que laissons-nous aller. Et on va certainement passer par des crises très difficiles, mais qui sont aussi d'énormes opportunités de changement. Et donc, réjouissons-nous quelque part du fait que les opportunités de changement arrivent et qu'on a un monde à réinventer. Et donc, voilà, moi je trouve ça très excitant. Je ne dis pas que parfois j'ai pas peur, que je ne suis pas inquiet, mais je trouve ça très excitant. Il faut s'y préparer et il faut voir quel monde on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie d'y jouer un rôle actif ? Et donc voilà, je veux dire, et engageons-nous dans la lutte vers le futur qu'on a envie de voir arriver. Mais imaginons des pères, des mères de famille qui regardent ce débat, qui se disent j'ai envie, moi, ça m'a interpellé tout ce que ces experts ont dit au salon Evolutique, j'ai envie, moi, de faire quelque chose pour que mes enfants s'y adaptent ou s'y préparent au mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces éducateurs que sont les parents, par exemple ? Je pense d'abord aux éducateurs de manière générale. D'abord de s'éduquer et donc de trouver les gens qui incarnent le futur qu'ils ont envie de voir et de s'en abreuver, de se nourrir de ces gens-là et d'apprendre de ces gens-là.
je pense, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Ben d'abord, cherchons quoi faire. Et pour savoir quoi faire, est-ce que je prends le premier venu et que je dis ok, je fais tout ce qu'il dit, ou est-ce que je fais ma recherche? Est-ce que quand à un moment je me sens en énergie et vibré par rapport à quelqu'un qui dit c'est ça que j'ai envie, eh bien voilà. Et puis lui, il parlera certainement de plein d'autres gars. C'est ce que j'appelle la technique du saumon. Hein. On se dit tiens, lui, il a l'air de dire des trucs intéressants, puis on voit qu'il s'informe chez tel et tel autre, et on remonte. Et à un moment, on a la vision de ce qu'on veut, et alors à ce moment-là, on peut le faire, mais d'abord, il faut savoir ce qu'on veut de ce futur-là, quoi. Jean-Pierre, votre mot de conclusion? Moi, je serais effectivement très positif. On a cité plusieurs exemples. Hein. Déjà aujourd'hui, on a parlé de l'économie de la fonctionnalité, hein, quand on parlait des services au lieu de l'achat. On parle de la modularité, rendre les objets réparables, etc. Donc il y a toutes des possibilités qui ne sont vraiment pas effectivement la majeure partie de ce qu'on voit en termes de produits et de services autour de nous, mais les solutions, elles existent. Donc il y a des solutions qui existent, il faut se les approprier, il faut... je pense que si j'avais un conseil ou en tout cas un espoir à donner, c'est de travailler votre esprit critique. Jamais se dire qu'il n'y a qu'une seule voie, il y a une voie unique par laquelle on va passer. On ne sait pas quelle va être la difficulté de demain, mais si on travaille son esprit critique, on sera toujours capable de rebondir, quelle que soit la situation à laquelle on doit avoir faire face. Et ça, c'est bon pour les parents qui sont effectivement des éducateurs, pour les enseignants à tout niveau. C'est esprit critique, esprit critique, esprit critique. Et oui, on peut changer des choses. Aujourd'hui, voilà, on débat ici dans un salon. Après, on va tous dans nos petits domaines à nous, dans nos domaines à nous, qu'ils soient professionnels ou familiales. Il y a plein de choses, je suis certain que les auditeurs font déjà, et auditrices font déjà aujourd'hui. Voilà, on pourrait en citer, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, il faut y croire. La résilience. Merci Jean-Pierre, et je termine par vous, Bruno. Donc, pour moi, le conseil à donner aux parents, c'est que les enfants doivent aller faire du théâtre et de la musique, de préférence du jazz, donc à ne pas oublier. Et alors, la force de transformation du monde la plus puissante à laquelle nous sommes confrontés maintenant, c'est la technologie. Donc que les enfants étudient les sciences, pratiquent les sciences, découvrent les sciences et la technologie de manière amusante, en fait. Ça, je pense, c'est la chose fondamentale. Si on veut prendre les choses en main, il faut pouvoir s'approprier la technologie, donc il faut la comprendre. Eh bien, donc il faut avoir une certaine affinité pour les sciences et pour les techniques. Et ma devise personnelle, ça marche mieux en anglais, mais c'est « Future is the only way forward ». Donc notre seul avenir, c'est le futur. Voilà. Ou le futur est notre avenir. Donc on n'y échappera pas. Il vaut mieux le prendre en main plutôt que le subir. Plutôt que le subir, et il y a moyen de ne pas le subir. Merci aux invités, aux intervenants qui étaient là ce soir avec nous à la Bourse du Commerce dans le cadre du Salon Evolutique. Merci à Interface 3 Namur et Technobel d'avoir organisé ce Salon Evolutique. Comme chaque année, c'est l'occasion de se poser des questions sur nos pratiques, de s'informer, de comprendre mieux certains enjeux liés au numérique. Je salue aussi, puisque c'est le dernier jour, la fin non seulement du Salon Evolutique, mais la fin de la semaine numérique qui regroupe plusieurs centaines d'activités, notamment le Salon Evolutique. C'est l'occasion pour vous, Jean-Pierre Raskin l'a dit, de repartir avec quelques idées, avec quelques exemples éclairants et de les appliquer chez vous. Il y a moyen de les appliquer dans votre foyer, dans votre entreprise, dans votre service d'entreprise, dans votre quartier, etc., etc. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir regardés. Au revoir.